Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer d'abord par faire un gros bisou à quelqu'un qui nous revient. Bonsoir Lalanne. J'espère que les vacances ont été excellentes. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir et de dire à quel point on t'apprécie aussi pour ce que tu es et pour ton travail. Et on va nous commencer par quelque chose qui est... On va tourner une page, on va tourner même la couverture d'abord, puisqu'on va parler livres, et on est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Gaël Guiton, qu'on apprécie tout autant et qu'on a plaisir de revoir, et qui, depuis 2 semaines, s'habille très élégamment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'air, mais en tout cas, ce matin, j'ai dit à Hélène à quel point elle était belle, mais pareil pour Gaël Guiton. Donc, on va accueillir l'invité de Gaël Guiton. Bonjour Jismi, alors on accueille aujourd'hui Daniel Lorette. Merci. Voilà, Bonsoir Daniel Lorette, qui est déjà venu ici sur ce plateau-là, qui était peut-être un petit peu moins stressé, mais qui, parce que ce jour-là, il avait envie de se battre pour quelque chose. Et aujourd'hui, il va nous parler de couillonnade. Voilà, un livre, donc On va montrer le livre. Hein. deux personnes qui parlent Voilà. Les couillonnades, on peut le faire tout seul. Hein, c'est pas... aussi, mais il ne faut pas le prendre à couillonnade, je vais vous le dire, quand j'ai découvert le livre de Daniel Lorette, je m'attendais à un livre drôle, parce qu'on entend souvent, moi, j'ai vécu en métropole, mais on entend encore l'expression arrête, fais le couillon, t'es gramoune les couillons. Voilà, on entend ce genre d'expression. Donc moi, je m'attendais à un livre plutôt humoristique. Je m'étais vraiment engagée dans cette lecture-là. Et c'est vrai qu'à partir du premier chapitre, on se rend compte que Daniel Lorette va aborder un sujet un peu plus délicat, un sujet tabou, on va dire un secret de polichinelle. Moi, je l'ai perçu comme ça. Et on est dans l'histoire de Maxime. Maxime qui est au chevet de sa mère, en fait, qui vit ses derniers instants, qui va bientôt mourir et qui a envie de se confier à son fils. Et la première chose qu'elle lui dit, quand on rentre dans l'histoire, c'est vraiment la première phrase où papa l'a fait le couillon avec une personne. Et elle va finir par raconter un peu son histoire à elle, mais qui est aussi l'histoire de Maxime. D'accord. Voilà. C'est sûr que tout se joue autour de ce mot-là, faire le couillon, une petite couillonnade. D'ailleurs, on se dit souvent une petite couillonnade, une couillonnade. C'est un euphémisme, c'est un mot qui est censé ne pas vraiment dire les choses, tout en les évoquant, tout en les insinuant. Alors que quand vous regardez bien, dans la racine du mot, couille, couillon, enfin, c'est quand même une histoire là qui va parler de sexualité. D'une part, je voulais dire aussi, parce que les néologismes en langage parlé, c'est quand même quelque chose qui existe pas seulement en créole. C'est-à-dire qu'on invente des mots. Bien sûr. Et nous, tout le monde dit arrête de faire la couillonisse. Aussi. Et là, on a dit couillonnade. Et derrière tout ça, puisqu'il y a l'étymologie du mot, et comme Daniel Laurel vient de le dévoiler, c'est petit conseil, petit acte, petite action, et les effets sont parfois... Les effets sont parfois... improbables. Improbables. On sait ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire faire le couillon, toute cette dimension de la sexualité, c'est un passage à l'acte qui... on sait ce qu'il y a au bout de la branche, quoi, le fruit qui part au bout de la branche. Avec des conséquences, avec en fait. des conséquences familiales Voilà. et sociales. Oui. On pense à la chanson de Charlize Theron. Qui est Là-bas aux Antilles, quand le jeune essaye de trouver une femme et il découvre que finalement... Voilà. Ton père n'est pas ton père. Son père, voilà. Mais ta mère ne le sait pas. Je ne sais plus exactement si c'est ça la formule. Oui, c'est ça la chanson, effectivement. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Parce que ça, c'est vrai aussi. Il y a une histoire de méprise, effectivement, dans ce texte. Une histoire de méprise. Qui est la mère de cet enfant. L'identité de cet enfant aussi. Et voilà, quelle est son identité après toutes ces années? Parce qu'il a un certain âge quand sa mère meurt. Et se retrouver avec ce poids, c'est assez compliqué. Il y a moi, j'ai ressenti une sorte de souffrance, de douleur de cet homme qui a déjà quand même bien vécu sa vie, qui se retrouve à un âge où normalement il devrait être tranquille. Et non, il a ce poids qui lui tombe dessus. Et il se dit, qu'est-ce que je fais avec? Généralement, qu'est-ce qu'on fait avec?
Eh ben, ce qu'on fait avec, peut-être qu'on écrit. On essaie Parce de que transcender, on essaie de sublimer, on essaie de dépasser, et puis on essaie de voir ce que cette réalité-là peut nous amener à construire. ce qu'on voit souvent dans les villages, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, parce que c'est les mêmes schémas, la consanguinité est quelque chose qu'on retrouve aussi. Tout à fait. Enfin, il y a quelque chose. C'est sûr que l'histoire personnelle n'a d'intérêt que si elle retrouve quelque chose de plus universel. Bon, ça n'est pas, à mon sens, que l'histoire de Maxime. C'est l'histoire de beaucoup de familles. De toute façon, quand on écrit, on est amené à discuter, à échanger avec plein de monde, et on s'aperçoit que, eh ben, le cas qu'on raconte n'est pas unique. Hein, ce cas, et on se retrouvait dans une réunion qui est déjà petite, mais qui est encore plus petite à l'époque. Hein, les gens vivaient entre eux. Hein, On se mariait on entre se eux. mariait, on se mariait. C'était vraiment des clans de Et famille. on le voit dans la noblesse, Mhm. les cousins germains se Absolument. mariaient. Absolument. Il y avait du cousinage. Ouais. Enfin, ça se mariait entre cousins. Nous avons tous dans nos familles des exemples de cela. Préserver le sang bleu, entre guillemets, Absolument. c'est Enfin, ça, vous dites le sang bleu, bon, en référence effectivement à la à des noblesse. standards Ouais. métropolitains, mais ici c'était pire que ça, c'était le racisme, c'était le sang blanc qu'il fallait pas mélanger. Hein, il y avait une cassure entre deux mondes. On est quand même à la remorque du système esclavagiste. Et donc, cette fermeture sur le milieu blanc pour... Écoutez, c'est le roman de Marie-Sary Leblond, Le miracle de la race. On y croyait encore à la race. Et c'est cette fermeture-là qui expliquait aussi hein, Pour être honnête, cette fermeture n'a jamais vraiment existé. Parce que beaucoup de maîtres blancs abusaient de leur négresse. Absolument, il y a toujours eu des transgressions et c'est cette transgression-là qui a fait la Réunion. Il y a toujours eu une désobéissance, mais elle existait à un moment donné dans les esprits, dans la représentation. Cela fonctionnait comme modèle social. Parce que quand on pense à Abraham Lincoln, quand on pense à Schellcher ou bien à Sarda Garriga, tous avaient leur, j'allais dire, deux ou trois maîtresses Tout à noires qui Il y a toujours eu des transgressions, et ça, heureusement qu'il y en a eu à La Réunion, mais il y avait quand même ce modèle-là, qui était un modèle tout à fait inhibant et qui prenait la tête des gens, quoi. Et je reviens aussi à l'histoire, quand on parle de cette consanguinité, elle était voulue à certains niveaux. Si on pense au pharaon, qui pour garder le sang de la famille, Absolument. on pense à Podane, pour revenir à ces choses-là. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la consanguinité est devenue quelque chose de si négatif? Aujourd'hui, il y a eu... Dans l'histoire de Maxime, par exemple, l'ouverture. c'est la souffrance qu'il va porter qui rend cette suite, cet héritage Il si n'y a pas de lourd à consanguinité. porter. Moi, je n'ai pas vu de consanguinité. Non. Ouais, non, L'héritage, c'est oui, quand même- l'héritage familial. c'est Qu'est-ce que d'avoir un père qui est parti, Oui. qui s'est pris pour une abeille pour aller butiner toutes les fleurs qu'il trouvait. Oui, moi j'ai plus vu le message d'une femme forte, qui est Madame Ginaud, qui est la mère de Maxime. Pour moi, c'est le message fort du livre. C'est des femmes fortes qui se battent, qui ont un vécu, qui ont un passif assez douloureux, et que malgré ce qu'elles ont vécu, elles vont se battre par amour pour leurs enfants. Qu'importe d'où il vient, c'est son enfant, et elle se bat pour lui. Elle s'est battue pour qu'il ait une vie agréable, pour qu'il ait des études, qu'il ait un métier. Et elle a continué à donner une image positive à son père. Moi, dans le roman Couillonnade, Maxime, je dirais pas qu'il est un personnage secondaire. C'est sa mère, Madame Ginaud, qui porte le livre. Je reviens encore, ce que je voulais dire, c'est que Maxime, ce que lui porte, ce que la femme porte, bien sûr, Oui. il n'y a pas de problème, c'est dans le livre, mais le gamin, lui, Maxime est un homme maintenant. oui, Tout à fait. oui, mais ça reste un enfant qui a grandi, oui. mais comment vivre avec ça? Ça reste Avec l'image d'un père qui n'était pas l'image que la mère a voulu bien transmettre. Écoutez, quand vous regardez bien, moi, ce qui m'a paru important, là, c'est dans un premier temps, de bien montrer l'image du père qui avait été légué à Maxime. Bon. Cet enfant qui ne connaît pas son père
je pourrais d'ailleurs lire peut-être un petit extrait à ce propos tout à l'heure. Cet enfant qui ne connaît pas son père, sa mère lui parle de son père, mais il lui en parle comme d'un saint homme, comme d'un personnage complètement idéalisé, déréalisé, un héros, c'était un saint. Bon. Et ce monsieur Ginaud, dans la tête de Maxime, ben, c'est une statue. Bon. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant va tout faire, ce parcours de l'adulte maintenant, qui se souvient de l'enfant qu'il a été, va tout faire pour redonner de la chair à ce monsieur, pour le rendre vivant et pour le sexualiser. Et notamment, cette histoire de couilles, qui est une histoire terrible, a aussi le bénéfice de redonner chair à ce monsieur, de le rendre vivant. Bon. Maintenant, sans pour autant, j'allais dire, excuser ces couillonnades. C'est pas du tout le propos du livre. Bon, on sait très bien... on connaît la formule de Brassens, la bandaison, papa, ça se commande pas. Si, la bandaison se commande. Le proverbe créole est beaucoup plus terrible qu'Abo le chien n'a point le frein. C'est un proverbe qui parle du chien et non pas de l'homme. Donc, cette question du frein, elle est essentielle. Et il s'agit bien de... Moi, je connais même un homme qui a dit que le chien n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il s'est comparé à un animal qui passe. Absolument. Et qui procrée finalement. Voilà. Donc, que le propos soit clair. Il y a une quête de l'enfant, de Maxime, qui va redonner vie à son père, et en cela, c'est très important pour lui, sans pour autant excuser toutes ces Freuden. Freuden est encore un petit mot. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'enfant. Pourquoi je disais ça ? Parce que l'histoire, c'est... c'est une image, cet enfant a une image. L'image, elle est bonne, elle est saine, elle est sainte même. Et en même temps, après, il y a ces tâches qui vont venir cacher un petit peu cette image immaculée. Mais après, comment, c'est la question pour beaucoup d'enfants, comment aimer quelqu'un, en même temps le détester pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a commis comme acte qui dévalorise l'image. Je pense qu'il y a plus un côté positif, parce que quoi qu'ait fait M. Ginaud, moi je reste persuadée que de toute façon c'est ce que retient Maxime, c'est ce qu'on fait, on va dire ses mères ont fait pour lui. Il garde le côté positif. Il peut pas... C'est pas l'image de l'homme, c'est l'image de la femme. Là. Oui, mais d'un côté, comme on dit, il n'a pas connu M. Ginaud. Sa mère l'a idéalisé, donc comment détester une personne qu'il n'a pas connue ? Alors c'est encore plus compliqué finalement. Il peut pas vivre dans... Puisqu'il a été aimé, choyé, vivre dans la haine, c'est... Non. Pas la haine. Mais en même temps, si l'image, elle est pas celle qu'on a crue, il faut quand même... Elle n'est pas celle qu'on a crue, mais c'est quand même une image qui a été transmise de façon positive, même si elle a été idéalisée. Bon, Madame Ginaud, pour sauver déjà les apparences, et puis son honneur et sa fierté, sa dignité. Je rejoins tout à fait Gaëlle Guiton quand elle parle de la dignité de cette femme, courage, qui essaie de tout faire, déjà pour élever son enfant, pour cacher sa misère et pour ne pas surtout avouer sa honte d'une histoire familiale qui pour elle pourrait être vécue comme honteuse. Donc il y a toute cette dignité de la femme qui le cache à l'enfant. Mais pour l'homme, l'enfant a besoin d'une image de son père qui ne soit pas seulement déréalisée, qui ne soit pas seulement virtuelle, qui ne soit pas seulement cette statue, ce monsieur qui est au ciel. Il a besoin d'une image vivante de son père. Il a besoin de s'identifier à un homme. Et d'où l'importance qu'un homme qu'il rattrape, il y a cette dimension sexuelle, mais qui est essentielle. Et comme je disais, qui ne doit pas... le texte ne légitime pas pour autant toutes ces bêtises, mais en fait, il s'aperçoit que c'est un homme comme lui, avec des désirs, et de ce côté-là, cette découverte-là est importante pour son identification masculine. Alors, et puis, sa mère, effectivement, il est entre deux mères. Alors, il peut vivre cet entre-deux de façon douloureuse, mais aussi, il peut faire contre mauvaise fortune bon cœur, en se disant, je suis entre deux mères, mais au fond, j'ai deux mères.
Et comme aujourd'hui, certains enfants peuvent avoir deux pères dans des histoires de vie où les familles se reconstruisent. Donc c'est un modèle un peu, j'allais dire, avant-gardiste. Et je trouve que Madame Ginaud a eu la noblesse, au fond, à un moment donné, d'accepter que cet enfant puisse avoir deux mères. Vous parlez beaucoup de la mère, mais moi je vous parle de l'enfant. Lui, comment il vit ça? Ben, Il écoute sa mère. Et c'est vrai qu'on est plus sur le dernier chapitre où là, il commence. Mais il écoute sa mère. C'est pour ça que elle a un rôle vraiment important. C'est qu'il constate ce que sa mère a vécu, ce que sa mère lui a caché pendant des années et ce que sa mère a fait pour lui. Mhm. Par amour. Par Enfin, amour, voilà, il y a surtout ça à la fois, c'est Donc- ça. Par amour pour lui. Donc il arrive à intégrer, il arrive à accepter alors. Oui. Et je reviens à ma question, c'est lui en tant qu'homme maintenant. Est-ce que l'image de son père ne va pas être difficile à intégrer pour que lui soit, à un moment ou à un autre, soit bien, et il soit en paix avec lui-même finalement? Eh ben, c'est tout un parcours. C'est sûr que tout d'un coup, devoir reconstruire une image paternelle, tout d'un coup, devoir accepter humblement que cet homme était fait de chair et de sang, qu'il avait des désirs, que le système dont on parlait tout à l'heure, qui est un système très cloisonné, faisait que ces désirs fonctionnaient dans la famille. Il ne peut pas l'excuser, il ne peut pas s'en glorifier, mais il peut l'accepter, il peut accepter, oui, que cette histoire ait pu être celle-là. Je crois, oui, avec humilité, il peut pardonner, comme on dit, à son père et l'accepter comme tel et trouver de l'amour pour cet homme au-delà de sa faiblesse. Et je pense que c'est ce parcours d'amour-là aussi qui est important. Comment il se réconcilie avec l'image de son père, mais il ne peut pas se réconcilier avec un père absent, il ne peut pas se réconcilier avec un père virtuel. Il a besoin de se réconcilier avec une image réelle. Et puis de se dire, au fond, cet homme est fait comme moi, et comment peut-être moi je vais éviter ces travers-là. Donc ça l'interpelle effectivement dans sa construction masculine. Comment faire avec ce bug qu'il y a eu dans son existence. Mais il ne peut pas ne pas aimer son père. Il y a d'autres ouvrages qui font un peu référence à ça aujourd'hui. J'en ai pas découvert, c'était vraiment une agréable surprise, moi. Ce roman, je m'attendais pas comme je dis, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à plonger dans les années 60, à découvrir des choses sur La Réunion, parce que j'ai même demandé à Daniel Lorette si c'était une coutume locale, entre guillemets, bien entendu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est tellement normal, on va dire, quand Madame Ginaud parle un peu ce qui se passe dans le village. Et voilà, je n'ai pas encore découvert d'autres romans où on plonge un peu dans le passé, ce qui a pu se passer dans les années 50, 60, 70. Parce que quand on fait référence à ce genre de situation, il y en a beaucoup, mais pas forcément aussi précis que ça. Mais on regarde des histoires de Pagnol, par exemple, sur la famille, on regarde Jean de Florette, par exemple, dans le film avec Montand. On voit que parfois, l'histoire d'un soir, ça amène des situations pas simples. Et la critique, c'est ça que je voulais vous faire remarquer, on ne critique pas, on essaye de comprendre comment on peut évoluer par rapport à ça. Comment grandir en étant un enfant illégitime à l'époque. Oui, enfin, comment grandir surtout, la question, c'est justement de ne pas légitimer. Dans La fille du puisatier, l'histoire était que la fille celle qui jouait la fille de Rému, Aurane de Mazy, je crois, qui était celle qui s'est retrouvée enceinte, a dû quitter la maison parce qu'elle n'était pas mariée. Elle a eu un bastard, à l'époque on disait, pour dire bâtard, on dit un bastard. Et jusqu'à ce que l'homme revient pour demander en mariage la fille, l'honneur de la famille est touché. Et c'est pour ça que je disais que la conséquence, surtout à l'époque, puisqu'on parle, le livre parle des années 60-70, à cette époque-là, être un bâtard, c'était quelque chose d'humiliant encore.
Tout à fait. Enfin, c'était un mot qui était lourd, de stigmatisation, lourd de rejet, lourd d'exclusion. Et il y en avait, on connaissait tous, des enfants dont on disait qu'ils étaient des enfants bâtards. Et le bâtard que le mari ramenait à la maison, enfin, c'était terrible. Je peux absolument. le dire parce que dans les années 70, moi à l'école, je devais dire que j'étais un bâtard. Des enfants naturels, puisque la loi après a appelé ça les enfants naturels et non plus Tout à fait, ce qu'on légitimes. appelait les enfants naturels. Je veux dire, quand on est un bâtard, quand on grandit parmi une société où les enfants doivent être issus de couples mariés, c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que je parlais de la conséquence de ce qu'on doit porter. Quand on est illégitime ou d'enfant naturel ou bâtard, ça a des conséquences pour un enfant. Alors pour moi, les conséquences, il n'y en aurait pas si c'est pas les personnes autour qui en parlent. Là, c'est... C'est la société. Voilà, c'est la société, c'est les gens qui pointent du doigt. Et à ce moment-là, l'enfant le vit mal. Mais techniquement, le terme bâtard ou illégitime, il n'en a pas conscience. Lui, ce qu'il dit, il est né d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Toute cette notion de mariage, de convention, de couple conventionnel, ça lui passe au-dessus. C'est le regard des autres qui fait qu'il se sent illégitime, bâtard, c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment le regard des autres qu'il faut changer. D'accord. Et ce qui peut-être a changé du coup avec ces lois qu'ils ont mis en place pour légitimer les enfants issus hors mariage, mais c'était à l'époque le regard des gens, le regard de la société, les conventions, les règles qu'il fallait suivre. Et c'était comme, c'est un peu ce que vous disiez, c'est peut-être à l'école que l'enfant l'apprend, c'est-à-dire dans le regard de l'autre qui se découvre bâtard. Et la force d'une Madame Ginaud là, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est justement de faire un bouclier suffisamment fort, je dirais un bouclier d'amour, pour faire que son enfant ignore cette histoire, que cette histoire n'arrive pas jusqu'à lui. Et alors, quand il l'apprend à l'âge adulte, il a l'âge qui lui permet une remontée dans ce passé-là, et pour reconvertir au fond cette histoire, et pour dire en gros, à sa mère, à la limite, s'il pouvait lui parler d'autres tombes, c'est pas si grave, au fond, j'ai eu deux mères plutôt qu'une. Le verre est à moitié plein, finalement. Merci, Daniel Lorette. Merci, Yael Guitton. Merci. On a apprécié la démarche. En tout cas, on a abordé quand même quelques éléments qu'on retrouve aussi dans la société réunionnaise, ou que ce soit bien dans les années 60 ou jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a encore des situations qui ressemblent à ça, et les conséquences parfois sont dramatiques pour certains. En tout cas, Daniel Lorette a voulu que on soit positif. Merci Daniel Lorette, merci Yael Guitton. Merci. On va regarder le Kosaïdi, on se retrouve juste après. Thank you.
हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi là, le 17 septembre à la Plaine des Caves pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité.
Saint-Leu, vous êtes conviés à la 7e édition du Salon de la Mariéchie, les 21 et 22 septembre de 9h30 à 17h30 au domaine des Lys. Entrée gratuite au public. Saint-Denis, vous êtes conviés à la Journée européenne du patrimoine le 22 septembre de 9h à 17h. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grandbois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à Mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Saint-Denis Tax Event et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Le Port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du Port. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropica Dengue vous attend les 23 et 24 novembre au Parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des Expositions de Saint-Denis.